Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneurs, des professionnels et du bien-être. Je suis en compagnie d'Alexandre Chiavassa. Bonjour Alex. Bonjour Virginie. Comment vas-tu Alex ? Très très bien et toi ? Tu vas toujours bien ? Mais toujours. Bon, Oui. c'est super. On est Écoute, bien là. Moi je vais très bien puisqu'aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir une nouvelle personne que l'on interviewe qui s'appelle donc Sophie Toulouse. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc, Sophie est fondatrice d'Oser Consulting. Et avant d'en savoir un petit peu plus sur vous, Sophie, il y a ceci. Alors, Sophie, le nom de votre entreprise, Oser Consulting. Donc, 2 mots forts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce en quoi consiste votre activité et aussi pourquoi ce nom fort de sens ? Avec plaisir. Donc moi je suis consultante RH et également consultante en organisation. J'ai derrière moi 20 ans d'entreprise et j'ai moi-même osé un jour me dire que j'avais ma place dans le monde des entrepreneurs pour aider encore plus d'entreprises. Et puis vu que j'accompagne les dirigeants et les DRH, c'est aussi un message pour mes clients. C'est oser vous faire accompagner. Voilà. D'accord. Donc, si on devait résumer un petit peu l'activité, on peut parler de bras droit stratégique au niveau des ressources humaines, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est accompagner les transformations dans les entreprises. C'est avoir du conseil de personnes qui ont vécu des expériences plus ou moins malheureuses. Et donc, du coup, riche de ça, en fonction des besoins, je peux les aider dans leur quotidien. D'accord. Sur quelle thématique, en fait, on peut avoir besoin de vous ? Oui, alors en fonction des besoins, je m'adapte en termes de format. Donc c'est soit des missions à côté d'eux, soit des missions à la place d'eux, comme des RH à temps partagé par exemple. Soit ça peut être à travers des missions de coaching individuel, des coachings d'équipe. Voilà, je m'adapte en fonction du besoin, avec ce fil conducteur d'accompagner les entreprises à faire le lien entre une stratégie d'un dirigeant ou d'un comité de direction, et puis la capacité des équipes à le réaliser pour de vrai. Voilà. Mais concrètement, donc, c'est des problématiques organisationnelles, managériales, Oui, c'est tout ça à la fois. C'est des problématiques, je dirais, de l'humain dans l'organisation. Donc l'humain, il est soit individuel, donc on l'accompagne individuellement, soit on accompagne le collectif pour avancer dans la direction qui va faire du bien à la fois à l'équipe et à la fois à la création de valeur. D'accord. Alors justement, Virginie a parlé de concret. On adore les exemples concrets dans notre rendez-vous. Parlez-nous justement de ces exemples, de vos missions. Oui. Précises. Je peux parler par exemple d'une mission concrète. Alors ma structure, c'est déjà j'approche par un diagnostic l'entreprise, de quoi on parle, c'est quoi les mesures d'écart par rapport à leurs problématiques, et puis ensuite, en fonction des propositions, ils prennent pas. On peut aussi entendre qu'on n'est pas prêt à faire certaines missions tout de suite, et donc j'avance avec eux, avec les équipes aussi, avec les organismes paritaires en fonction des sujets aussi, pour faire avancer l'entreprise. Donc, si on donne un exemple concret, par exemple, en préparant l'émission, vous m'avez dit que vous accompagnez les entreprises. Par exemple, concrètement, au niveau des entretiens d'évaluation, il y a les entretiens professionnels et aussi d'études des besoins en formation. Donc là, actuellement, la loi, je crois, va changer. Voilà, on est en fait dans notre millefeuille législatif français. Donc on a une loi qui va s'arrêter là cette année et une nouvelle loi qui va reprendre. Donc on part d'un système où on avait normalement tous les 2 ans un entretien professionnel et tous les 6 ans, en fait, un état des lieux, un bilan. Donc, en fait, on est en 2026. Donc, vu que la législation de tous les 6 ans là arrive à terme, donc tous les salariés qui sont rentrés dans votre entreprise en 2020, normalement, ils doivent avoir au moins eu 3 entretiens professionnels et une formation non obligatoire. Donc là, on entre en 2026 dans le bilan de ça pour les entreprises, avec à la clé une amende pécuniaire de 3 000 € par salarié si jamais c'est pas fait. Et en même temps, sur cette même année, il y a un nouveau dispositif qui rentre en place avec une nouvelle rythmique. Voilà. Ouais, une amende de 3 000 €, je crois, d'abondement du compte CPF. Exactement. Et ça, il y en a plein qui ne le savent pas. Et voilà. Et vous savez, les flux maintenant dématérialisés vont faire qu'on va automatiser aussi avec la DSN. Les DRH sauront de quoi je parle. Les flux dématérialisés, et on va identifier directement à la source qui n'a pas eu de formation non obligatoire et ces 3 entretiens. C'est ça. Qu'est-ce qui vous différencie des autres ?
Bah, je pense que mon parcours peut me différencier des autres, c'est-à-dire que mon parcours a fait que j'ai vécu effectivement l'entreprise, les grandes entreprises particulièrement, dans des environnements matriciels, alors sous contrainte. Et du coup, bah, les entreprises sous contrainte, je pense que je suis très empathique avec les gens qui vivent ces environnements-là. Quels sont les résultats obtenus depuis que vous avez monté? Parce que direction assurée, peut-être d'un côté juridique, stratégie également? Oui, alors des résultats obtenus, en fait, c'est dur à mesurer. Moi, j'interviens sur le moyen terme, vous voyez. Donc, des gens qui font des recrutements peuvent dire: «J'ai recruté tel et tel profil». Là, moi, je suis plus dans d'accompagner des transformations. Par contre, ce que j'ai pu voir, c'est qu'avec ou sans l'humain, les transformations, elles sont pas pareilles. Et vraiment, il y a un accompagnement où le collectif reprend la main. Bah, vous gagnez 6 mois sur une transformation, vraiment structurante. Vous devez vraiment vous tenir au courant en permanence, hein, parce qu'il y a toutes les lois qui changent tout le temps, ces dernières années surtout. Exactement, exactement. Donc ça, c'est une veille juridique. Et puis, c'est la rencontre de pairs. Et puis, c'est la rencontre de cercles professionnels. Je citerai la NDRH ou Top DRH. Donc oui, c'est ce qui est intéressant, hein, la remise en question permanente. Et puis, le petit coup d'avance qui fait que l'entreprise va gagner du temps en faisant appel à moi. Voilà. Si on parle de vos clients, qui sont-ils? Quelle taille de structure? Quelle activité? Oui, alors ils sont, je dirais, entre 150 et 2000 personnes. Parce qu'il faut de la matière, de la complexité pour finalement que je puisse leur créer de la valeur. Et puis bah, les secteurs d'activité, je dirais l'humain intervient dans tous les secteurs d'activité, donc j'ai pas de secteur particulier, j'interviens sur tous les besoins. Alors au niveau de votre parcours d'expérience professionnelle et d'études, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir apporter ces solutions-là un jour? Oui, alors moi j'ai fait une étude assez linéaire, je dirais, pour quelqu'un qui va dans des directions d'entreprise. J'ai fait une prépa HEC, ensuite j'ai fait une école de commerce, Schema Lille, et puis ensuite je suis rentrée rapidement dans le monde du travail, dans des entreprises qui étaient déjà en train de se réorganiser, et là, on a donné la chance à une jeune, donc j'ai eu rapidement des responsabilités, et puis des responsabilités, donc je vous disais, sous contrainte, donc des réorganisations, des fusions-acquisitions. Des plans sociaux aussi peut-être? Des plans sociaux, voilà. Donc là, je crois que j'avais compté, j'étais à plus de 12 plans sociaux au moment où j'ai pris une décision. C'est que j'étais dans des environnements où j'étais devenue le bras droit de décisions qui avaient plus de sens. Voilà, ça faisait plus sens ce qui se décidait. Vous ne vous sentiez plus en phase avec les décisions de vos employeurs, c'est ça? Exactement. D'accord. Et donc j'ai réfléchi un petit peu en me disant mais pourtant j'ai vu des transformations qui faisaient sens, et donc j'ai décidé de retourner aller aider ces transformations qui font sens pour la durabilité des entreprises. Qu'est-ce qui n'avait pas de sens pour vous, sans citer bien sûr l'entreprise, mais ça peut intéresser les personnes qui nous regardent? Bah, en France, effectivement, on a des motifs économiques, voilà, on a de réorganisation, on a des motifs aussi, je dirais, pour redessiner à quoi l'entreprise va servir demain. Et en fait, j'étais tombée dans un motif de destruction tout court. Et voilà, moi, je suis là pour créer de la valeur et pas pour en détruire. Et puis, bah, humainement, c'est toujours compliqué quand on ne sait pas expliquer pourquoi on licencie quelqu'un. Avec des notions de rentabilité, productivité au détriment de l'humain, vous diriez? On n'était même plus là-dessus. Voilà, Ah oui. c'était, vous savez, à l'international, la compétition est très rude. Donc effectivement, la France et l'Europe parfois peuvent être malmenées par des entreprises qui ont une vision large du monde du travail. Oui, aujourd'hui plus que jamais. Hein, plus que jamais. Ce qui se passe depuis quelques années encore. Tout à fait. Il y a des épreuves justement à surmonter pour les RH qui vivent une mutation majeure. Alors, quelle est cette mutation? Bah, écoutez, je pense que tous les salariés autour de l'émission pourront le constater. C'est vrai qu'il y a un petit peu de perte de sens. On est un peu perdu par rapport à notre relation au travail. Dans tous les cas, on le considère un petit peu différemment. Et puis, on demande beaucoup à l'entreprise. On demande aussi plus de flexibilité. Et puis, en même temps, bah, les recruteurs le savent bien, les managers qui recrutent le savent, c'est compliqué de trouver des candidats aussi. Donc en fait, il y a une vraie mutation du travail, du monde du travail, et les RH, c'est les premiers concernés aussi. Oui, c'est les retours qu'on a régulièrement, c'est-à-dire que c'est les salariés qui choisissent leurs horaires, qui choisissent le temps de travail, les conditions absolues, qui sont déjà normalement, vu la réglementation, très, très équilibrées. Mais c'est vrai qu'il y a ces difficultés-là.
Voilà. Un engagement aussi. Donc effectivement, le DRH, c'est un peu un équilibriste au milieu de tout ça. Il doit essayer de contenter un petit peu tout le monde parce qu'on a besoin des travailleurs dans les entreprises. Donc comment chacun peut faire ses pas et chacun peut se retrouver. Aujourd'hui, on a 3/4 des DRH qui se disent épuisés. Donc en fait, les acteurs majeurs du monde de demain sont eux-mêmes épuisés. Donc pour moi, c'est un vrai sujet et c'est pour ça aussi que j'ai monté un dispositif qui s'appelle Accélérateur RH. C'est pour m'adresser à ces DRH, ces RRH-là qui sont épuisés, pour créer un cercle intimiste de professionnels RH pour les aider à construire ensemble des choses qui servent leur entreprise, mais qui servent aussi l'usure professionnelle. Alors effectivement, donc un programme assez innovant, Accélérateur RH. Alors comment ça fonctionne ? Je crois que les personnalités en fait sont mélangées de plusieurs entreprises pour étudier un cas particulier. C'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence collective, c'est ça ? On est tout à fait là-dessus. D'accord. Donc effectivement, c'est complémentaire à tous les cercles professionnels qu'il peut y avoir dans le métier RH. C'est là, on réunit une dizaine de personnes, d'entreprises non concurrentes, parce que du coup c'est un cercle, ce que j'appelle intimiste, parce qu'on garde la confidentialité, on garde la bienveillance, et en fait on se rend compte sur nos vulnérabilités, on parle de nos vulnérabilités, on construit des feuilles de route ensemble. On parle des entretiens tout à l'heure, c'est comment je construis, par exemple, ma nouvelle politique d'entretien professionnel au sein de mon entreprise. C'est pas si simple, on connaît la loi, mais après comment faire dans son entreprise ? Le accélérateur RH, le but c'est de répondre en co-créant ces feuilles de route. Et les personnes qui participent n'ont pas peur justement par rapport à cette confidentialité qu'il y ait des fuites ? Alors, c'est à moi et à l'ensemble du groupe. C'est comme construire une équipe, vous voyez. Ouais. Donc, en fait, il y a une charte sur la confidentialité et puis il y a une charte aussi sur le fait d'avoir envie d'être ensemble. Pour moi, c'est l'union fait la force. Donc, quand on souscrit là, c'est qu'on est convaincu de ça. Donc, Oser Consulting, c'est finalement une activité de conseil, également DRH à temps partagé. Oui, tout à fait. On peut dire ça, mais aussi d'animation, de coaching, on va dire de conseil collectif aussi. C'est en ça que c'est plutôt innovant finalement. Oui, alors effectivement, c'est assez moderne. Dans tous les cas, c'est comme ça que je veux le voir. C'est-à-dire que c'est vraiment une trajectoire d'aller dans ce qu'on appelle du coaching d'équipe ou de la facilitation. C'est faire que ce soit bien l'équipe qui prenne en main son destin. Le dirigeant, il donne un cap et l'équipe, en fait, connaît le terrain. Et c'est comment on fait que l'équipe structure son quotidien avec l'intention stratégique du dirigeant. Avec des pairs RH qui ne sont pas en concurrence, il est important de le préciser. Tout à fait, ils ne sont pas en concurrence. Il n'y a pas d'enjeu, effectivement, de concurrence ou... Non, c'est par exemple, c'est un RRH multisite qui arrive un jour avec une problématique, qu'est-ce que je pourrais vous donner, d'absentéisme sur un de ses sites. Voyez ? Ça, on peut en avoir. L'absentéisme. Des problématiques d'absentéisme dans les entreprises. Ah oui, ça arrive très souvent. Oui. On est d'accord. Oui. Et donc, comment on fait avec ça ? Donc, en fait, c'est réfléchir ensemble toutes les actions qui peuvent être mises en place, des politiques, et ensuite, du coup, la personne, elle rentre dans ces 4 murs, va convaincre son comité de direction que voilà une feuille de route qui peut être mise en place chez eux, et du coup le déploie. Mais en fait, elle a gagné 50% de son temps en benchmark. D'autres personnes, une DRH qui avait une remontée de harcèlement moral. Oui. C'est pareil. Ça arrive. Que faire quand on a ça ? Il y a le droit, et puis il y a comment on le met en mouvement. Et donc là, c'est réfléchir avec ses pairs à comment je fais avec cette problématique, et je ne réfléchis plus seule. Oui. On parle beaucoup, moi ça m'agace un petit peu, de management bienveillant. Alors je suis à fond sur le management bienveillant, mais est-ce qu'il n'y a pas d'agacement aussi par rapport à ça ? Est-ce qu'on parle aussi du salariat bienveillant ? Enfin, quel est votre retour d'expérience par rapport à ça et votre avis ? En fait, c'est qu'on a beaucoup aussi infantilisé les salariés. Ouais. Donc en fait, le manager bienveillant et le salarié bienveillant, c'est justement donnons aussi la parole aux salariés. Exposons-les aux contraintes que vit le manager et peut-être qu'on se rendra compte que finalement le manager, c'est pas qu'il était pas bienveillant, c'est qu'il avait des contraintes aussi pour opérer. Mais je pense que la transparence dans la manière de fonctionner, pour moi, c'est la clé de la réponse à ça,
plutôt que de monter les uns contre les autres, c'est travaillons ensemble et regardons les contraintes telles qu'elles sont. Et donc, pas d'infantilisation des salariés. Et moins de verticalité, mais beaucoup plus Oui. de communication. Je connais un employeur qui a beaucoup de mal avec... alors, au début, je pensais qu'il exagérait. On va pas le citer, Alex. Ah non, mais c'est un ami que j'aime Pas de beaucoup. souci. Et je suis allé dans son entreprise et il me dit, mais mes salariés ne se bougent pas. Il faut vraiment leur dire point par point ce qu'ils doivent faire. Et j'ai dit, tu exagères. J'y suis allé et c'est vrai que c'était le cas. Il voyait des gens à la caisse et le salarié ne bougeait pas pour prendre la seconde caisse pour aider son collègue. Il attendait qu'on lui donne l'ordre. Donc, d'où le souci d'engagement, effectivement. Je lui proposerais d'oser qu'on se rencontre pour lui Mais proposer un complètement. petit atelier de mise en pratique avec ses salariés, Ouais, ça lui ferait pour du que bien. ses salariés se rendent compte en fait de l'enjeu collectif de ce qui se joue. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'en plus, c'est des jeunes motivés. Mais si on ne leur dit pas, vas-y, ils n'y vont pas. Ou alors, ils n'ont pas vu. D'ailleurs, la question elle est intéressante pour vous rejoindre, parce que là, pour le coup, c'est pas forcément une entreprise de 150 salariés. Non. Est-ce que sur les ateliers, c'est possible de vous rejoindre, ou est-ce que ça s'adresse à des entreprises plus importantes? Alors, j'ai mis 150, c'est parce que en général, ces entreprises ont des CSE. Ouais. En fait, il y a besoin que les RRH ou les DRH aient des enjeux communs. Voilà. Si c'est une entreprise de 100 personnes et qu'il y a des enjeux de grandes entreprises et de moyennes entreprises, avec grand plaisir pour trouver des solutions à ces problèmes. S'il y avait des conseils pratiques à donner, valeur ajoutée, celui pour cent des salariés français sont réellement engagés, par exemple. Ouais. Vous On en imaginez, parlait. c'est énorme. C'est énorme. Alors, un autre chiffre. C'est affligeant. C'est affligeant, hein. Parce que les entreprises, quand même, on en a tous besoin. Vous voyez ? Donc, en fait, il faut des salariés pour faire fonctionner bien sûr. l'entreprise. Donc, aujourd'hui, c'est affligeant. Un autre chiffre que j'avais noté, c'est 7 salariés sur 10 font strict minimum en entreprise. Je ne regarde personne à la régie. Je ne sais pas combien Non, mais vous êtes. ici, ils sont très bien. Ici, soit à 200%. Ici, on n'a que des collaborateurs hyper engagés. Ouais. 7 sur 10. Et c'est pas Sophie Toulouse qui le dit. C'est l'Institut Gallup et ça date de 2024. Alors, je crois qu'est venu le moment de passer à la dernière question, la question de l'agenda. Alexandre va vous expliquer, Sophie. Exact. Il y a un agenda qui va s'afficher sur l'écran avec plusieurs rendez-vous. Il faudra en choisir un et il y aura une question mystère. Ok. C'est parti. Alors, des horaires, ça commence de 10h jusqu'à 16h. Allez, 10 heures. C'est parti, matinale. Quel est votre petit plaisir coupable, celui que vous vous accordez pour décompresser après une journée de travail intense? J'ai vraiment le droit de le dire? Est-ce que déjà, vous avez un plaisir coupable? Ah, écoutez, le vendredi soir, une bonne bouteille de rouge. Je suis un petit peu bourguignonne. Oh là, alors, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consomme avec modération. Mais, mais en même un temps, petit verre ou la bouteille? Non, j'ai parlé d'un petit verre. Oui. D'accord. Donc, un plaisir coupable, oui. Bah, c'est coupable, c'est ce que j'ai dit. Et donc ça, c'est à la fin de la semaine, mais à la fin d'une journée un peu intense, est-ce que vous avez un rituel pour décompresser ou... Bah, la distanciation, c'est vrai que des fois, le conduire en fait en venant d'une mission, par exemple, un sas, voilà. Donc ça, effectivement, je traîne du coup pour des fois faire que ce sas dure. Ouais. D'ailleurs, on va quand même rappeler que vous avez suivi, à la suite de votre choix de création d'entreprise, vous avez suivi une formation de coaching, me semble-t-il? Oui, tout à fait. Donc avec l'Institut ICF. Donc et là, je suis certifiée RNCP depuis quelques mois maintenant. Donc voilà. Donc avec toute la légitimité, cette expertise, mais aussi cette formation qui vous permet d'accompagner au mieux les entreprises et on va dire toutes les personnes au sein de l'entreprise. Je suis coach professionnel et non gourou. Oui, ça, c'est un vaste sujet. Très bon film avec Terniné. On rappelle les deux grandes actualités peut-être de Oui, Sophie. sur Montauban et Albi. Exactement. Les deux groupes accélérateurs RH là qui s'ouvrent avec des responsables RH et des RH très motivés pour s'entraider. Mais vous êtes ouverte bien sûr à la création d'autres groupes ailleurs, à Toulouse. C'est ça, donc on va consolider ces deux groupes et ensuite l'ouvrir effectivement à plusieurs autres antennes en Occitanie et même plus loin s'il y a des besoins. Et puis, si on veut oser contacter Sophie Toulouse d'Oser Consulting, on rappelle peut-être les moyens de communication. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Et aussi le site web. Le site internet www.oserconsulting.org. Tout à fait. Merci beaucoup Sophie d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci. Il me reste à vous remercier, à vous, de nous suivre chaque jour un petit peu plus nombreux sur notre rendez-vous. À très bientôt.